La colonie de Nouvelle-Avalon était censée être un modèle de progrès humain, une colonie prospère aux confins de la galaxie. Sa création avait nécessité des décennies d'efforts, des milliards de crédits et le sacrifice d'innombrables pionniers. Un symbole que l'humanité n'était plus confinée au berceau de la Terre. Et puis, en un seul jour, elle avait disparu. Le signal de détresse avait été bref. Un message confus intercepté par un navire marchand de passage, avant que le silence n'engloutisse la colonie. Pas de survivants, pas de débris, juste une planète vide et sans vie, où se dressait autrefois une cité prospère. Les attaquants n'avaient rien laissé derrière eux. Aucune déclaration, aucun avertissement, pas même un nom. Ils avaient tout simplement effacé Nouvelle-Avalon, comme si elle n'avait jamais existé. Mais l'humanité s'en souvenait. Et elle ne pardonnait pas. L'amiral Jonathan Graves se tenait sur le pont du Rétribution de l'UNS, les yeux rivés sur l'écran tactique. C'était un spectacle monstrueux. Une flotte sans précédent dans l'histoire de l'humanité, rassemblée dans un seul but, la vengeance. 700 000 navires de guerre. La puissance combinée de toutes les flottes terriennes, de toutes les marines coloniales, de toutes les organisations mercenaires prêtes à prendre les armes. De la plus petite corvette aux dreadnoughts colossaux, la flotte formait une armada invincible qui s'étendait dans le vide, telle une tempête furieuse. Pour la première fois, l'humanité était unie, non pour la politique, ni pour le commerce, ni même pour la survie, mais pour la vengeance. Pas pour le commerce, ni même pour la survie, mais pour la vengeance. ETA pour le système ennemi, demanda Graves. 4 jours, amiral. Son second, le commandant Vasquez, se tourna vers lui avec un hochement de tête sinistre. Des drones de reconnaissance confirmèrent leur présence. Nous savons qui a fait ça. Graves expira brusquement. Qui? La mâchoire de Vasquez se serra. Ils se font appeler le domaine Zorvax, une sorte d'ancien empire guerrier. Nous n'étions même pas sur leur radar avant. Ils pensaient probablement que nous n'étions qu'une race mineure parmi d'autres, des proies faciles. Un grognement gronda parmi l'équipage de la passerelle. Les Zorvax avaient commis une erreur fatale. Grave se tourna vers l'immense hublot, contemplant la flotte infinie entourant son vaisseau amiral. Il se trompait. Les Zorvax étaient vieux. Leur empire existait depuis des millénaires, bâti sur la conquête et la domination. Ils avaient écrasé des dizaines d'espèces, brûlé des centaines de mondes et mené des guerres avant même que l'humanité ne découvre le feu. Mais pour la première fois depuis des millénaires, ils avaient commis une erreur de calcul. Les humains n'étaient pas comme les autres. Ils ne reculaient pas. Ils n'ont pas supplié. Ils ont apporté la guerre. 700 000 vaisseaux de guerre humains sont arrivés dans l'espace de Zorvak, dans un mur de feu et d'acier. Les premières stations de défense planétaire ont à peine eu le temps de lever leurs boucliers que le feu nucléaire infernal les a réduites en cendres. Leurs flottes se sont précipitées, leurs commandants hurlant leurs ordres avec panique. Ils s'attendaient à une escarmouche, peut-être à un raid de représailles mineures. Au lieu de cela, ils furent anéantis. Des millions de missiles sillonnèrent le vide. Des projectiles cinétiques détruisirent les cuirassés avec une facilité déconcertante. Et lorsque les marines humains débarquèrent, ils ne firent un pas de prisonniers. Une à une,
les colonies Zorvax tombèrent. Le domaine autrefois fier, qui avait résisté pendant des millénaires, commença à s'effondrer sous la force implacable de la rage humaine. Il n'y eut ni négociation, ni pourparlers de paix, seulement vengeance. Et l'humanité ne faisait que commencer. Le Haut Conseil Zorvax n'avait jamais connu la peur. Pendant des siècles, il avait régné par la terreur, ses guerriers étant inégalés, ses flottes invincibles. Mais maintenant, pour la première fois de leur longue et brutale histoire, ils comprenaient ce que signifiait être une proie. Des rapports affluaient de tout le Dominion. Les humains étaient arrivés en force. Leurs navires de guerre, comptant des centaines de milliers d'hommes, avançaient avec une efficacité implacable, détruisant toutes les lignes défensives dressées par les Zorvax sur leur passage. Les planètes, sous la domination du Dominion depuis des millénaires, étaient désormais réduites à l'état de désert fumant. Sur le pont du Rétribution de l'UNS, l'amiral Graves écoutait les derniers rapports de bataille. « Monsieur, la forteresse ennemie de Varlock 7 était neutralisée. La résistance était plus forte que prévu, mais les forces terrestres prirent le contrôle de la capitale en 6 heures. Grave acquiesça. Des pertes? L'officier tactique hésita. Minimes, monsieur. Moins de 1000 morts. 1000 morts auraient été une tragédie dans n'importe quelle autre guerre, mais pas celle-ci. Pas après ce qui était arrivé à Nouvelle-Avalon. Grave reporta son attention sur la carte holographique de l'espace de Zorvac. En seulement 2 semaines, un tiers de leur empire avait été réduit en ruine. « Amiral, dit Vasquez d'une voix tendue, nous avons intercepté les transmissions de Zorvac. Ils appellent des renforts de leurs systèmes centraux. Ils se préparent à une dernière résistance. » Grave s'autorisa un sourire sinistre. « Bien, dit-il, qu'ils viennent. » Sur Katara, la planète natale des Zorvac, le seigneur de guerre suprême Zolvir assistait à l'effondrement de son empire. Les humains avaient agi plus vite qu'ils ne l'auraient cru. Ils ne se contentèrent pas de combattre, ils détruisirent. Des flottes entières furent anéanties en quelques heures. Des mondes forteresses réduits en cendres. Les humains ne manifestaient aucun intérêt pour la diplomatie, aucune hésitation, aucune pitié. Un membre du Conseil, désespéré, prit la parole. « Nous devons nous rendre, leur offrir ce qu'ils veulent, » dit Zolvir en montrant les crocs. Ils refusent de se rendre. Sa voix était froide, définitive. Ils veulent se venger. Un autre conseiller frissonna. Alors, que faire? Le seigneur de guerre ferma les yeux. Il avait étudié les humains, les avait sous-estimés. Il les avait crus faibles comme tant d'autres empires. Mais à présent, tandis que leur vaisseau obscurcissait son ciel, il comprenait la vérité. Les humains étaient nés des monstres, et rien ne pouvait les arrêter. Le domaine des Zorvac s'éteignait. Autrefois, ces flottes avaient régné sans partage, se propageant à travers la galaxie comme une peste, anéantissant les espèces qui osaient résister. Mais à présent, ce même domaine brûlait. Depuis le pont de l'UNS Retribution, l'amiral Graves observait la bataille se dérouler pour le contrôle de Katara, la planète natale des Zorvax. L'écran holographique,
clignotait tandis que les mouvements de la flotte étaient mis à jour en temps réel. L'armada humaine était arrivée en force, des centaines de miliciaos, de vaisseaux de guerre, formant un mur infranchissable dans l'espace. La flotte Zorvax était vaste, mais elle était surpassée en puissance, en manœuvre, et pire encore, en furie humaine. « Les forces ennemies attaquent », rapporta le commandant Vasquez. « Ils nous envoient tout ce qu'ils ont. » Grave ne cilla pas, et les lèvres de Vasquez se retroussèrent en un sourire narquois. Ils meurent vite. La bataille fut brutale, mais l'issue était scellée bien avant les premiers coups de feu. Les Zorvax, malgré leur âge et leur expérience, n'avaient jamais affronté une créature semblable à l'humanité. Les vaisseaux de guerre humains ne maintenaient pas leur formation comme les autres espèces vaincues par les Zorvax. Ils ne suivaient pas de tactique rigide et ne cédaient pas sous la pression. Ils s'adaptèrent, surpassèrent les autres et combattirent avec une férocité qui terrifia même les guerriers Zorvax les plus aguerris. Des bombes nucléaires tactiques sillonnèrent l'art et le vide, explosant au cœur des formations ennemies. Des projectiles cinétiques, voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, transpercèrent les cuirassés, les réduisant en charpie. Des essaims de drones de combat submergeaient les porte-avions, transperçant leurs boucliers comme des rasoirs. Les Zorvax luttaient désespérément, leur planète natale étant en jeu. Mais ce ne fut pas suffisant. « Amiral, le vaisseau amiral ennemi est à portée », cria un lieutenant. Grave n'hésita pas. « Feu !» Le canon principal du Retribution, un propulseur de masse de la taille d'un gratte-ciel, rugit. Une munition en tungstène de la taille d'une navette fut lancée à une vitesse quasi relativiste, s'écrasant sur le vaisseau de commandement Zorvax avant que ses boucliers ne puissent réagir. Le vaisseau se désintégra instantanément. Des acclamations fusèrent de la passerelle, mais Grave resta impassible. Où en sont les défenses planétaires? Les canons de surface sont toujours actifs, monsieur, dit Vasquez, mais leur puissance diminue rapidement. Notre bombardement les détruit. Grave hocha la tête, puis nous passâmes à la phase suivante. À la surface de Katara, le seigneur de guerre suprême Zolvir observait avec horreur le ciel se transformer en flammes. Le bombardement de l'humanité avait commencé. Au-dessus, la flotte humaine semait la destruction sur son monde. Des cités millénaires furent réduites en ruines en quelques secondes. Des chaînes de montagnes entières furent fracassées sous les frappes orbitales. Les océans bouillonnaient sous la fureur des navires de guerre. Les Orvax avaient mené des guerres pendant des siècles, commis des génocides sur des dizaines d'espèces. Ils se croyaient invincibles. Mais à présent, alors que leur propre monde était déchiré, ils connaissaient la peur. Une transmission vacilla sur l'écran de commande du seigneur de guerre. Un visage humain apparut, celui de l'amiral Graves. Son expression était indéchiffrable. « Voilà ce qui arrive quand on croise l'humanité », dit Graves d'une voix froide comme l'acier. « Vous avez anéanti notre colonie. Vous pensiez pouvoir nous effacer. » Il se pencha vers l'écran. « Maintenant, nous vous effaçons. » Zolvir ravala sa fierté. Il n'avait jamais supplié auparavant, mais maintenant, il n'avait plus le choix. « Humain, grogna-t-il en baissant légèrement la tête. Nous nous rendons. » Il y a eu un long silence, puis Graves parla. « Non,
La transmission fut coupée. Un instant plus tard, le ciel se fendit tandis que le bombardement final commençait. Katara brûlait, la guerre était finie et l'humanité avait gagné. La guerre était finie, mais la rage brûlait toujours. Katara était réduite à l'état de carcasse. Ces cités autrefois fières se transformèrent en montagnes de cendres et de décombres. Les océans bouillonnaient encore des bombardements orbitaux, et l'air était chargé de fumée et imprégné de l'odeur de la mort. Des incendies ravageaient et sentent le paysage dévasté, consumant les vestiges d'une civilisation autrefois glorieuse. L'amiral Graves se tenait sur le pont de commandement du Rétribution de l'UNS, contemplant le monde en ruines en contrebas. La domination des Orvaques était tombée. Leurs flottes étaient détruites, leurs armées écrasées, leur peuple brisé. Et pourtant, ils n'éprouvaient aucune satisfaction. Ils envoient des demandes de reddition depuis leurs colonies restantes, rapporta le commandant Vasquez. Chaque monde Zorvax encore debout implore des conditions. Graves expira lentement. Il savait que cela arriverait. Les Zorvax s'étaient crus invincibles, mais face à l'annihilation totale, leur volonté s'était brisée. La même espèce qui avait asservi, massacré et conquis d'innombrables autres implorait maintenant la clémence. Elles offrent des réparations, poursuivit Vasquez. Elles promettent de désarmer, de démanteler complètement leur empire. Graves resta silencieux un long moment. De l'autre côté du hublot, les derniers vaisseaux humains achevaient leur ratissage de Katara. La guerre terrestre avait été un carnage. Les défenseurs Zorvax avaient été combattus, mais sans flotte pour les soutenir, c'était sans espoir. Les marines humains avaient détruit leur dernier bastion de résistance, exécutant tous les chefs militaires qu'ils trouvaient. Leur race mérite l'extinction, gronda une voix derrière lui. Graves se retourna et vit le général Marcus O'Neill, commandant des forces terrestres. Son armure était encore tachée du sang de Zorvac, et son expression était glaciale de fureur. « Ils ont eu ce qu'ils méritaient », dit Graves d'un ton neutre. « Vraiment. » O'Neill s'avança. « Un de leurs guerriers m'a dit quelque chose avant que je lui tire une balle dans le crâne. Il a dit que les Zorvax n'avaient même pas de mots pour se rendre, qu'ils n'avaient jamais perdu une guerre. » Ses lèvres se retroussèrent. « Jusqu'à maintenant. » Grave hocha la tête. Ils n'avaient aucune pitié pour les Zorvax. Ils étaient responsables de tout. « Que faisons-nous maintenant, amiral ?» demanda Vasquez. Grave se tourna vers le hublot. La planète natale des Zorvax était en train de mourir. Mais il restait des survivants, des civils, des familles, ceux qui n'avaient jamais tenu une arme. La question était de savoir s'ils méritaient de vivre. Pour New Avalon, la réponse aurait dû être simple. Mais il hésita. « Envoyez un message à la flotte, » dit-il enfin. « La guerre c'est fini. Plus de tueries. » Vasquez et O'Neill se raidirent tous deux de surprise. « Vous les laissez vivre ?» demanda O'Neill d'une voix aigre. Grave se retourna, l'air dur. « Nous sommes venus pour nous venger, » dit-il. « Nous l'avons eu. Maintenant, partons. » O'Neill expira par le nez, mais ne protesta pas. Vasquez hocha légèrement la tête en signe de compréhension. « Ordre envoyé, » dit-elle. La flotte commença à se replier. Les Orvax restants, ceux qui étaient trop faibles pour combattre ou trop brisés pour résister, regardèrent, stupéfaits, l'armada humaine disparaître dans le vide. Ils avaient été si complètement vaincus
que leur survie même dépendait désormais de la clémence de l'espèce qu'ils avaient autrefois cherché à anéantir. L'humanité avait gagné, mais Graves savait que quelque part, un jour ou l'autre, un autre ennemi surgirait. Et lorsqu'il surviendrait, l'humanité serait prête. Le domaine Zorvax n'était plus. Ce qui restait de leur civilisation n'était plus que ruines éparses et survivants brisés. Leurs flottes autrefois puissantes, réduites à l'état d'épave, à la dérive dans le vide. À travers leur ancien empire, des vaisseaux de guerre humains planaient tels des spectres, empêchant toute trace de leur armée de se relever. Mais même vaincus, les Orvax résistèrent. L'amiral Graves savait que cette guerre n'était pas seulement une question de vengeance. Il s'agissait d'une déclaration. L'humanité ne serait plus jamais une proie. Et la galaxie avait clairement entendu le message. 6 mois après la chute de Katara, les échos de la guerre résonnaient encore dans les étoiles. L'humanité avait changé. Le directoire terrien uni était devenu différent, plus fort, plus uni, mais aussi plus craint. La vue d'un vaisseau de guerre terrien suffisait désormais à faire reconsidérer l'allégeance de planètes entières. Des diplomates venus de tous les coins de l'espace connu s'empressèrent d'établir des traités, des alliances, ou du moins des garanties de ne jamais affronter l'humanité. Mais certains murmuraient que l'humanité était devenue dangereuse. La guerre avait été justifiée. Toutes les espèces ayant souffert sous le règne de Zorvac avaient célébré leur chute. Mais une peur sourde subsistait désormais. Si l'humanité pouvait détruire un empire millénaire en quelques mois seulement, que ferait-elle à quiconque se dresserait sur son chemin? Sur Terre, les rues de toutes les grandes villes étaient animées par des célébrations. Des statues furent érigées en hommage aux morts de New Avalon. Les vétérans de la guerre furent salués comme des héros. Chaque émission, chaque média, chaque discours le confirmait. L'humanité avait gagné et assuré sa place dans la galaxie. Mais derrière les défilés victorieux, la guerre avait laissé des cicatrices. Grave l'avait constaté chez les soldats qui avaient combattu sur Katara, la froideur de leur regard, leur façon de parler des Orvax comme s'ils n'étaient même pas doués de conscience. La guerre n'avait pas seulement anéanti un empire, elle avait endurci l'humanité elle-même. Et peut-être était-ce nécessaire. Debout dans son bureau sur l'UNS Éternité, récemment mis en service, Graves étudiait un rapport classifié. Les services de renseignement avaient confirmé ses soupçons. La guerre de vengeance menée par l'humanité n'avait pas terrifié tout le monde dans la galaxie. Certains observaient, calculaient. Une nouvelle puissance commençait à s'éveiller aux confins de l'espace connu. Une alliance d'espèces, autrefois rivales, désormais unies par une seule chose, la peur de l'humanité. Elles avaient vu de quoi l'humanité était capable, et elles avaient décidé qu'elles ne pouvaient plus se permettre d'attendre. Elles se préparèrent à la guerre. Grave classa le dossier. Les Orvax avaient été les premiers, mais ils ne seraient pas les derniers. Et si la galaxie voulait à nouveau mettre l'humanité à l'épreuve, elle brûlerait tout autant. La galaxie n'avait pas oublié. 6 mois après la chute du pouvoir des Orvas, l'humanité demeurait inégalée. Ces flottes étaient les plus redoutées de l'univers connu, ces soldats endurcis par la guerre. Toutes les espèces qui avaient autrefois considéré l'humanité comme insignifiante les observaient désormais avec méfiance. Mais toutes ne se taisaient pas.
Une tempête approchait. L'amiral Graves était assis dans la salle de guerre de l'UNS Éternité, le nouveau vaisseau amiral du Directorat terrien uni. Autour de lui, des projections holographiques affichaient des rapports de renseignement recueillis aux confins de l'espace connu. Les signes étaient indéniables. « Ils se font appeler l'accord des mondes souverains », rapporta Vasquez. Sa voix tremblait. 5 espèces autrefois ennemies, désormais alliées dans un même but, contenir l'humanité. Graves expira lentement, son regard scrutant la projection. L'accord n'était pas qu'un pacte politique. C'était une coalition d'urgence formée par des espèces qui ne s'étaient jamais fait confiance, qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles. Maintenant, elles avaient mis de côté leur haine, parce qu'elles craignaient autre chose. Ils craignaient l'humanité. O'Neill, assis de l'autre côté de la table, laissa échapper un petit rire. 5 espèces s'unissant juste pour nous arrêter, nous autres, petits vieux? Je dirais que c'est flatteur. Non, dit Graves d'une voix ferme. C'est dangereux. Les Orvax avaient été puissants, mais ils avaient été seuls, isolés, arrogants. L'accord était différent. C'était coordonné, intelligent, et son objectif était simple. S'assurer que l'humanité n'exerce plus jamais le même pouvoir qu'elle avait utilisé pour anéantir les Orvax. Ils sont déjà en mouvement, poursuivit Vasquez. Ils ont renforcé leur système frontalier, doublé leur flotte. Nous avons intercepté des communications confirmant des exercices militaires conjoints. Ils se préparent à la guerre. Graves se pencha en arrière, les doigts joints. La guerre contre les Orvax avait été rapide et brutale. Mais là, ce serait une toute autre histoire. Il se tourna vers O'Neill. Quel est l'état de nos forces? Totalement. Il se tourna vers O'Neill. Quel est l'état de nos forces? Le général eut un sourire narquois, plus fort que jamais. La destruction de la nouvelle Avalon a réveillé quelque chose en nous, amiral. Le taux de recrutement est à son plus haut niveau. Chaque colonie produit des navires de guerre et des armes, comme si leur vie en dépendait. Son expression s'assombrit, parce qu'ils le font. Grave hocha la tête. L'humanité avait gagné sa guerre de vengeance, mais le prix à payer avait été sa transformation. Ils n'étaient plus l'espèce qui cherchait autrefois la paix parmi les étoiles. Ils étaient désormais bien plus dangereux. « Nous devons frapper les premiers », dit Vasquez avec fermeté. « Nous ne pouvons pas les laisser nous enfermer. » Grave ne répondit pas immédiatement. Il fixa la carte galactique, l'immensité froide de l'espace, imprégnée des couleurs des factions hostiles. L'accord pensait pouvoir contenir l'humanité, tenir en laisse l'espèce qui venait d'anéantir un empire. Une espèce qui venait d'anéantir un empire. Ils avaient tort. Lentement, Grave se releva. Sa voix, lorsqu'il parla, était calme. « Préparez les flottes. » Vasquez et O'Neill échangèrent un regard. « Nous partons en guerre ?» demanda O'Neill, sans la moindre hésitation. Le regard de Graves était d'acier. Nous n'avons jamais cessé. La galaxie avait tracé ses limites. Et maintenant, l'humanité allait leur apprendre ce que cela signifiait de les franchir. La galaxie était au bord de la guerre. L'accord des mondes souverains avait uni 5 espèces puissantes, ennemis jurés désormais liés par une cause unique, celle de contenir l'humanité
avant qu'elles ne deviennent invincibles. Elles renforcèrent leurs frontières, produisirent des vaisseaux de guerre en série et accumulèrent des armes. Elles pensaient pouvoir soumettre l'humanité par l'intimidation. Elles se trompèrent. L'amiral Graves se tenait sur le pont de l'UNS Eternity, le vaisseau de guerre le plus avancé de l'humanité, les yeux rivés sur l'écran tactique. Une ligne de marqueur rouge s'étendait sur la carte galactique. Des flottes de l'accord étaient stationnées le long de chaque hypervoie majeure menant à l'espace humain. Le blocus était presque total, un avertissement, un défi. Grave n'hésita pas. Toutes les flottes se préparent au combat. Les officiers autour de lui ne remettaient pas en question l'ordre. Il n'y avait pas de débat. Le temps de la diplomatie était révolu depuis que l'accord avait déclaré l'humanité comme une menace. Désormais, il n'y avait qu'une seule réponse. La guerre. L'UNS Éternité menait l'attaque. Dans le système Seldari, le commandant de la flotte de l'accord, le haut gardien Trex, observait ses scanners tandis que des milliers de vaisseaux de guerre humains quittaient l'hyperespace. « Impossible » marmonna-t-il. Il s'attendait à une lente montée en puissance, à des négociations, à l'hésitation habituelle qui précède la guerre. Mais l'humanité n'avait pas attendu. Elle avait lancé son attaque sans prévenir. Des alarmes retentissaient sur le pont de commandement. La flotte humaine déployait déjà des essaims de chasseurs et ciblait les vaisseaux capitaux de l'accord. Des pics d'énergie signalaient la charge des canons électriques et des propulseurs de masse. L'humanité n'était pas venue pour se mettre en position, elle était venue pour tuer. Lever les boucliers. Toutes les armes firent feu. Trex rugit, mais il était trop tard. La première bataille de la guerre dura moins d'1 heure. La flotte de l'accord fut anéantie. Ce qui devait être un blocus impénétrable devint un massacre. À lui seul, l'UNS Eternity avait anéanti 3 cuirassés grâce à des frappes orbitales de précision. Des obus cinétiques, voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, transperçaient les coques ennemies comme si elles étaient en papier. Les survivants s'enfuirent. Le message était clair. L'humanité ne serait pas contenue. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À travers la galaxie, les espèces observèrent, stupéfaites, l'avancée des forces humaines, perçant les défenses de l'accord avec une efficacité impitoyable. Sur Vendros Prime, le monde conseil de l'accord, l'espèce dirigeante, se réunit en une session d'urgence désespérée. Des hologrammes affichaient des images de vaisseaux de guerre humains sillonnant leur flotte, de soldats en armures assistées avancées prenant d'assaut les défenses planétaires. « Ils ne se battent pas comme les Orvax », siffla un diplomate cuir. « Ils ne tiennent pas leur formation, ils ne reculent pas, ils n'hésitent pas. » Un chef de guerre Guittari frappa la table du poing. « Alors il faut frapper plus fort. Nous sommes 5 fois plus nombreux qu'eux. » Une voix solennelle interrompit la discussion. Peu importe. Tous les regards se tournèrent vers le représentant Seldari. Son espèce avait combattu l'humanité dans le système Seldari. Ils avaient vu ce que les autres n'avaient pas vu. Ils se battent comme s'ils avaient déjà gagné, dit-il. Le silence s'abattit sur la salle. La guerre ne faisait que commencer. Et déjà, l'accord était terrorisé. Sur le pont de l'éternité, Grave regardait ses flottes se propager comme une traînée de poudre. Des planètes tombaient,
des flottes ennemies étaient anéanties et les lignes de l'accord s'effondraient plus vite que quiconque ne l'avait prédit. Mais ils savaient que ce n'était que le début. Ils allaient se regrouper. Ils riposteraient, bien, qu'ils essaient. Graves se tourna vers Vasquez. « Préparez le prochain assaut. Nous prenons ensuite la forteresse de Cuir. » Vasquez hocha la tête. Et après, les lèvres de Graves se retroussèrent en un sourire glacial. « Nous ne nous arrêterons pas tant qu'ils n'auront pas imploré notre pitié. » La guerre avait commencé et l'humanité la terminerait. L'accord chancelait. Ce qui devait être un effort d'endiguement s'était transformé en un cauchemar implacable. Des vaisseaux de guerre humains avaient ravagé le système Seldari, ne laissant derrière eux que ruines et morts. Les défenses extérieures de l'accord avaient été détruites en quelques jours, et non en quelques mois, et le Directoire terrien uni s'enfonçait désormais plus profondément dans l'espace ennemi. L'amiral Graves se tenait au cœur de l'action, observant la plus grande machine militaire jamais construite par l'humanité réduire ses ennemis en poussière. La forteresse de Cuir était la suivante. Race ancienne, les Cuirs étaient autrefois des seigneurs de guerre qui dominaient des secteurs entiers. Leur planète natale, Vendros 9, était une forteresse. Protégée par des boucliers planétaires, des tourelles de défense automatisées et une flotte stationnée en orbite permanente, elle était considérée comme un bastion impénétrable. L'humanité s'en fichait. L'UNS Éternité mena la charge, soutenue par les 2e et 5e flottes expéditionnaires. 7000 vaisseaux de guerre, plus que ce que le Zorvax avait jamais affronté simultanément, s'élancèrent. Ils surgirent de l'hyperespace en formation parfaite, leur arrivée accompagnée du silence assourdissant du vide, juste avant l'explosion de l'enfer. Les vaisseaux de guerre Cuir lancèrent intercepteurs et essaims de missiles. Les canons à énergie se déchaînèrent et les systèmes de défense planétaire se verrouillèrent sur les vaisseaux humains. Le champ de bataille se transforma en une tempête tourbillonnante de tirs de plasma, d'obus de canons électriques et de détonations, tandis que les deux camps s'affrontaient. Mais les humains étaient prêts. Tactique A. J'ai synchronisé les mouvements de la flotte avec une précision quasi parfaite. Les vaisseaux capitaux déployèrent des tirs de suppression dévastateurs, tandis que de plus petits groupes d'attaque se faufilaient dans le chaos, transperçant les défenses cuviriennes comme des lames dans la chair. L'UNS Eternity déploya ses canons électriques de classe Dreadnought, chaque obus se déplaçant à une vitesse proche de la lumière, anéantissant les navires ennemis d'un seul coup. Sur la passerelle, Graves observait le chaos se dérouler. « Les boucliers planétaires tiennent bon », rapporta Vasquez. « Nous aurons besoin de forces terrestres pour percer. » Graves acquiesça. « Déployez les marines. » L'ordre envoya des milliers de capsules de largage sillonner l'atmosphère de Vendros 9. Les boucliers planétaires, affaiblis par le bombardement orbital, vacillèrent lorsque la première vague perça. La véritable bataille commença alors. Le général O'Neill mena la charge. Vêtu d'une armure assistée avancée et armé d'un fusil à plasma de gros calibre, lui et ses troupes prirent d'assaut la capitale de Lutos Prime. Le Cuir avait déployé des milliers de soldats au sol, leurs imposantes machines de guerre
sillonnant les rues en tirant des barrages de plasma. Mais les soldats humains n'étaient pas que des guerriers, c'étaient des tueurs. Les hommes d'O'Neill se déplaçaient en escouades serrées et efficaces. Des drones repéraient les positions ennemies, alimentant les HUD de combat en données en temps réel. Des grenades filaient au-dessus des abris. Des salves IEM neutralisaient les méchants ennemis et des équipes de snipers éliminaient les officiers du cuir avec une précision terrifiante. Un immense marcheur cuir tourna au coin, ses lourds canons étincelants. O'Neill n'hésita pas. Il leva le poignet, marquant la cible d'un simple ordre vocal. Frappe Valkyrie, secteur 3B, ordre. Frappe Valkyrie, secteur 3B. D'en haut, un engin spatial hypersonique s'abattit sur lui, larguant une charge de tiges de tungstène. Les projectiles, accélérés à une vitesse quasi terminale, frappèrent le marcheur comme des météores, le réduisant en scories en fusion. O'Neill sourit. Avancez. La bataille fit apparaître et fit rage pendant des heures. Les rues brûlaient, les bâtiments s'écroulaient, et les guerriers skviriens, autrefois puissants, tombaient un à un. Ils s'attendaient à un siège. Au lieu de cela, ils furent exécutés. À la tombée de la nuit, le gouvernement kvirien était en ruine. Vandrosnaam, autrefois une forteresse, n'était plus qu'une conquête humaine parmi d'autres. O'Neill se tenait au sommet des ruines du centre de commandement de Kvir, brandissant la bannière terrienne sous les acclamations de ses troupes. L'humanité avait conquis un autre monde. Sur le pont de l'éternité, Grave écoutait les rapports de victoire en silence. L'accord perdait, rapidement. Vasquez expira. Il n'avait aucune chance. Grave ne sourit pas. Ils pensent toujours qu'ils en ont une, dit-il, et c'est ce qui les rend dangereux. Bon, mimou. Vasquez fronça les sourcils. Vous pensez qu'ils vont riposter? Grave hocha la tête. Ils n'ont pas le choix. Leur seul espoir est une contre-attaque avant qu'on ne les écrase complètement. La voix d'O'Neill grésilla dans le talkie-walkie. Et maintenant, amiral, Grave fixait la carte galactique, les yeux rivés sur le prochain bastion majeur des accords. On continue. La guerre n'était pas finie. Nous continuons. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. L'accord était désespéré. L'humanité avait transformé ses efforts de confinement en un massacre à grande échelle, balayant les systèmes stellaires avec une force implacable. La chute de Vendros 9 provoqua une onde de choc dans la communauté galactique. Ce qui était autrefois une puissante forteresse kviroise avait été réduite en ruine en quelques jours seulement. Désormais, chaque espèce membre de l'accord était certaine d'une chose. Si elle n'arrêtait pas l'humanité maintenant, elle ne le ferait jamais. C'est pourquoi elle planifia sa contre-attaque. Au cœur du poste de commandement central de l'accord sur Zalra Prime, les chefs de la coalition composée de 5 membres se réunirent. Des hologrammes de villes en flammes et de flottes détruites jouaient autour d'eux, l'efficacité brutale de la machine de guerre humaine étant indéniable. « Cela ne peut continuer », gronda le seigneur de guerre Jektar du Kvir, ses griffes s'agrippant à la table de conférence. « Ils sont sans pitié, sans retenue. Si nous hésitons, ils brûleront nos planètes. » Le diplomate Guittari, Vrexal, siffla en signe d'approbation. « Nous les avons sous-estimés. Nous pensions qu'ils se battraient, avec hésitation, par souci politique.
Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, par souci politique. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Au lieu de cela, ils se battent comme s'ils étaient nés pour ça. Le représentant Seldari, l'un des rares survivants du premier engagement, avait l'air sombre. Nous devons les frapper au cœur, pas par des escarmouches, pas par des batailles. Un coup fatal. Ni escarmouche ni bataille, un coup fatal. Le silence retomba dans la salle. Ils comprirent tout ce qu'il voulait dire. La terre. Le plan de l'accord était simple, frapper là où l'humanité était la plus vulnérable. Leur flotte était puissante, leurs armées invincibles. Mais la terre était leur foyer, leur héritage, leur fierté. La terre était leur foyer, leur héritage, leur fierté. Si l'accord pouvait brûler la terre, il pourrait briser la volonté de combat de l'humanité. Ils rassemblèrent une flotte sans précédent, plus de 20 000 navires de guerre, avec des équipages composés des meilleurs soldats et tacticiens de leur espèce. Ils mirent tout en œuvre pour cette mission. C'était un pari risqué, mais c'était leur seule chance. Ils lancèrent donc l'assaut. Sur le pont de l'UNS Eternity, l'amiral Graves se tenait immobile, les yeux rivés sur l'écran tactique. Des milliers de marqueurs rouges se sont précipités vers la Terre, la plus grande flotte ennemie que l'humanité ait jamais affrontée. Un silence de mort régnait dans la salle. Même Vasquez, d'ordinaire imperturbable, pâlit à cette vue. « Il se dirige vers la terre », murmura-t-elle. La voix d'O'Neill résonna dans les communications, froide et tranchante. « Ils veulent nous détruire. » Grave expira lentement, puis se tourna vers ses officiers. Sa voix résonna à travers le pont avec une détermination inébranlable. « Alors, apprenons-leur ce qui arrive quand on accule l'humanité. La bataille de la Terre resterait gravée dans les mémoires pendant des millénaires. La flotte de l'accord quitta l'hyperespace juste au-delà du système solaire, armes prêtes, s'attendant à trouver la Terre vulnérable. Au lieu de cela, ils découvrirent l'attaque la plus grande armada humaine jamais rassemblée. 700 000 navires de guerre. Toutes les flottes terriennes avaient été rappelées. Chaque colonie avait envoyé des renforts. Toutes les ressources humaines avaient été canalisées pour cet instant. L'accord s'attendait à une bataille. Ce qu'ils obtinrent fut une extinction. Le vide entre les flottes se transforma en un enfer de feu et de destruction. Des cuirassés humains lancèrent des obus de canons électriques de la taille d'autobus urbains, déchirant les vaisseaux ennemis comme du papier. Des essaims de chasseurs terriens se déplaçaient avec une précision coordonnée, exécutant des manœuvres complexes qui détruisaient les formations ennemies. L'éternité mena l'assaut, ces systèmes d'armes expérimentaux transperçant sans difficulté les plus grands vaisseaux de guerre de l'accord. Des lances à plasma transpercèrent donc les coques, tandis que des projectiles cinétiques transformèrent les croiseurs de combat en débris flottants. L'accord riposta avec toute son énergie. Leurs vaisseaux étaient peints plus nombreux que ceux de l'humanité, mais le nombre n'avait plus d'importance. L'humanité menait cette guerre pour sa survie depuis l'incendie de New Avalon. Ils menaient cette guerre pour leur survie depuis l'incendie de New Avalon. Ils avaient été reforgés dans le sang et le feu, et maintenant rien ne les arrêtait.
Sur le vaisseau de commandement de l'accord, la panique se répandit. « Il nous submerge !» s'écria un officier Seldari. « On ne peut pas !» Un obus cinétique traversa le pont de commandement, détruisant la moitié du vaisseau en un instant. Des explosions se répercutèrent dans la flotte, les vaisseaux étant anéantis les uns après les autres. L'amiral Graves observa la scène, le regard froid, la voix posée. Ne leur montrez aucune pitié. La bataille dura 12 heures. Sheets. À la fin, la flotte de l'accord avait disparu. 20 000 navires de guerre étaient entrés sur sol. Aucun n'avait survécu. L'humanité avait gagné. L'accord avait tout misé et perdu. Leur armée était brisée, leur leadership anéanti. Les survivants s'enfuirent, leur coalition en ruine. Sur Terre, des milliards d'humains acclamèrent. À travers les étoiles, les colonies se réjouirent. Mais sur le pont de l'éternité, l'amiral Graves ne célébrait pas. Il savait ce qui allait suivre. Cette guerre n'était pas terminée. Il était temps de les combattre. L'humanité ne serait plus contenue. Elle régnerait. La guerre n'était plus une question de survie. L'humanité avait anéanti la tentative de l'accord d'anéantir la Terre. Leur armada de 20 000 vaisseaux avait été anéantie, leur flotte détruite, leur armée réduite en ruines. Mais l'amiral Graves connaissait une vérité sur la guerre. Si l'on laissait l'ennemi en vie, il reviendrait. L'humanité ne croyait pas aux secondes chances. L'heure était venue de se venger. L'invasion des mondes centraux de l'accord commença avec une efficacité brutale. L'humanité lança une campagne qui s'étendit à des systèmes stellaires entiers. Chaque flotte, chaque vaisseau de guerre, chaque soldat disponible sur Terre fut mobilisé. L'époque de la défense de l'espace humain était révolue. Désormais, l'humanité menait la guerre aux portes de l'accord. Première cible, la planète natale des Guitari. La planète Xiphos IV était une merveille technologique. D'immenses stations orbitales, des réseaux de défense planétaire et un anneau artificiel autour de la planète, abritant l'essentiel de leur puissance industrielle. Elle était restée intacte pendant des siècles. Aucun ennemi n'avait jamais percé ses défenses. Puis l'humanité arriva. 700 000 vaisseaux de guerre s'étaient rassemblés pour défendre la Terre. 700 000 vaisseaux de guerre s'étaient rassemblés pour défendre la Terre. Ils s'avançaient maintenant telle une tempête vengeresse, balayant l'espace, ne laissant derrière eux que des débris. L'amiral Graves se tenait sur le pont de l'éternité, observant la planète se rapprocher. Une fureur glaciale le brûlait. Il avait perdu des amis. Il avait vu l'accord massacrer des colonies humaines, des familles innocentes brûlées depuis l'orbite. Maintenant, c'était leur tour de souffrir. « À tous les vaisseaux », dit Grave d'une voix d'acier. Commencez le bombardement. Le ciel au-dessus de Xiphos IV brûlait. Des cuirassés humains lancèrent des tiges de tungstène de la taille de gratte-ciel, chacune s'écrasant à la surface avec la force d'une détonation nucléaire. Des lances à plasma transpercèrent les stations orbitales, projetant feu et débris en spirale vers la planète en contrebas. Les vaisseaux de guerre Guitari se précipitèrent pour défendre leur base. Mais il était déjà trop tard. Des escadrons de chasseurs humains se faufilèrent entre leurs défenses, leurs générateurs de boucliers de précision et leurs infrastructures clés. Des équipes de forces spéciales
se déployèrent à la surface, assassinant des cibles de grande valeur, avant même que l'ennemi ne se rende compte qu'elles étaient attaquées. Les Guittari s'étaient autrefois enorgueillis de leur supériorité tactique. Ils couraient désormais pour sauver leur peau. Le général O'Neill menait l'assaut terrestre. Alors que les premières vagues de vaisseaux de largage traversaient l'atmosphère de la planète, les défenses anti-aériennes ouvrirent le feu, emplissant le ciel de décharges de plasma. Quelques vaisseaux humains furent touchés, s'enfonçant dans le paysage urbain en contrebas, mais la plupart survécurent. O'Neill et ses hommes atterrirent au cœur de la capitale guittarienne. La ville était déjà plongée dans le chaos. Des incendies ravageaient d'imposants gratte-ciel. Les rues étaient remplies de civils terrifiés, cherchant refuge tandis que des robots humains sillonnaient les décombres. L'armée guittarienne tentait de riposter. Ces troupes de choc, vêtues d'armures de combat sophistiquées, engageaient les marines humains dans un combat brutal, rue contre rue. Des armes énergétiques explosèrent, des explosions déchirèrent les bâtiments et des cris résonnèrent dans les ruines en flammes. Mais les humains étaient préparés. Des équipes de snipers éliminèrent les officiers Guittaris avant qu'ils ne puissent donner leurs ordres. Des essaims de drones surchargèrent que les systèmes de ciblage ennemis. Des frappes IEM neutralisèrent leurs chars, les rendant vulnérables à des tirs de missiles dévastateurs. L'équipe d'O'Neill avançait rapidement, tranchant la résistance ennemie comme un scalpel. Alors qu'ils avançaient vers le centre de commandement de Guittari, il activa son système de communication. « Amiral, les défenses de la capitale s'effondrent. L'ennemi est en pleine retraite. » La voix de Grave retentit, froide et impitoyable. « Alors, achevez-le. » O'Neill n'hésita pas. Il leva son fusil à plasma et mena ses hommes en avant. À la tombée de la nuit, Xiphos 4 appartenait à l'humanité. Le gouvernement Guittari avait été exécuté. Les forces militaires restantes se rendirent. Et ceux qui ne se rendirent pas, ils furent anéantis. Partout sur la planète, les forces humaines prirent le contrôle. Leurs drapeaux étaient hissés au-dessus des ruines de la capitale, un sombre rappel que l'humanité ne pardonnait pas. L'accord avait cru pouvoir exterminer les humains. Au lieu de cela, ils avaient scellé leur propre destin. L'amiral Graves se tenait sur le pont de l'éternité, observant la planète en flammes, en contrebas. Vasquez expira. 2 mondes centraux plus bas. La voix d'O'Neill résonna à nouveau dans le système de communication. Les Guittari sont finis. Et ensuite, Grave ne cligna même pas des yeux. La planète natale des Seldari. Les yeux de Vasquez brillèrent d'un amusement sombre. On ne s'arrête pas, si? Grave se tourna vers la carte galactique, montrant les mondes de l'accord restant. Sa mâchoire se serra. Il voulait une guerre, dit-il d'une voix basse, dangereuse. Maintenant, donnons-leur-en une. La conquête de l'accord avait commencé, et l'humanité ne s'arrêterait pas tant que la galaxie ne lui appartiendrait pas. Vazir, la planète natale des Sildari, était le joyau de l'accord. C'était une planète aux imposantes flèches cristallines, aux citadelles flottantes et aux forêts luxuriantes et bioluminescentes qui s'étendaient sur des kilomètres. Contrairement aux mondes industriels des Guittari,
ou aux forteresses forgées par la guerre du cuir, Vazir était un lieu de paix, d'art et de diplomatie. Elle n'avait jamais connu la guerre à sa surface. Jusqu'à présent, l'amiral Graves contemplait la projection holographique de la planète. Même en orbite, Vazir était époustouflante, ses lunes jumelles projetant une lueur pâle sur les océans saphirs. Il se sentait presque mal à l'idée de ce qui allait se passer. Presque. Ce sont les Seldari qui ont déclenché cette guerre, murmura Vasquez, debout à ses côtés. Il murmurait aux oreilles des autres espèces, les poussant à attaquer nos colonies. Voyez où cela les a menés. Grave ne répondit pas. Il se tourna plutôt vers ses officiers. Déployez la flotte. 700 000 navires de guerre brûlèrent dans le vide, leurs moteurs laissant des traînées de feu en descendant sur Vazir. Les stations de défense Seldari se précipitèrent pour réagir, leur flotte se mobilisant dans une tentative désespérée de repousser l'invasion. Leurs navires de guerre étaient élégants, racés, construits pour des frappes de précision plutôt que pour la force brute. Ils avaient été conçus pour gagner par la diplomatie, par des tactiques supérieures, par des engagements soigneusement calculés. Ils n'avaient jamais combattu un ennemi comme l'humanité. Le premier échange dura quelques minutes. La flotte Seldari ouvrit le feu, déchaînant des lances énergétiques qui transpercèrent dans l'espace avec une précision extrême. Les cuirassés humains répondirent avec une efficacité redoutable. Des canons électriques de la taille de gratte-ciel tirèrent des obus hypersoniques qui transpercèrent les boucliers, coupant les vaisseaux en deux avant même que leurs équipages puissent réagir. Les missiles sillonnaient le champ de bataille qui était guidés par l'intelligence artificielle, contournant les contre-mesures et percutant les coques avec une force dévastatrice. Les Seldari combattirent avec bravoure, mais leur courage ne fit rien face à une puissance de feu écrasante. En moins d'une heure, leur flotte avait disparu. Les défenses planétaires furent activées. La surface de Vazir était protégée par un réseau de boucliers conçus pour résister aux bombardements orbitaux. Les Seldari le croyaient être impénétrable, une protection absolue contre toute invasion. Ils avaient tort. L'humanité avait déjà affronté ce type de défense lors de batailles passées. Elle avait appris. Elle s'était adaptée. Une flotte de bombardiers furtifs franchit les défenses extérieures, déployant des charges spéciales conçues pour surcharger les harmoniques des boucliers. Dès que le champ énergétique vacilla, ne serait-ce qu'une seconde, les cuirassés humains déchaînèrent toute leur puissance. Des tiges de tungstène tombèrent de l'orbite, frappant avec la force d'ogives nucléaires. Le premier impact réduisit une ville en poussière. Le second fissura la surface d'un continent. Le réseau de boucliers s'effondra en quelques minutes. L'invasion avait commencé. Le général O'Neill menait la première vague. Des vaisseaux de débarquement traversaient l'atmosphère, esquivant des tirs antiaériens sporadiques, tout en déployant des forces humaines sur des points stratégiques clés. Les Seldari n'avaient pas d'armée permanente. Leurs soldats étaient des soldats d'apparat, entraînés au maintien de la paix et non à la guerre. Ils furent massacrés. Des mèches de la taille d'immeubles sillonnaient les villes élégantes, leurs canons à plasma anéantissant toute résistance subsistante.
Des essaims de drones couvraient le ciel, traquant et détruisant les bastions ennemis avant qu'ils ne puissent s'organiser. O'Neill et ses marines sillonnaient la capitale, avançant rue après rue. Les civils Seldari hurlaient de terreur à mesure que les combats se rapprochaient. Certains tentèrent de fuir, d'autres implorèrent la clémence. O'Neill refusa. C'étaient les mêmes qui avaient signé l'ordre d'exterminer les colonies humaines. Les mêmes qui avaient vu Vandross neuf brûler, anéantir des milliards de vies innocentes. C'était maintenant leur tour. Le Conseil Seldari était retranché dans son grand palais, une forteresse flottante suspendue au-dessus de la capitale. C'était leur centre de pouvoir depuis des siècles, un lieu où ils avaient dicté le destin d'innombrables civilisations. Désormais, ce n'était plus qu'une cible. Des équipes d'intervention humaines s'infiltrèrent dans le palais, se déplaçant telles des ombres dans ses couloirs. Les forces de sécurité opposèrent une résistance symbolique, mais elles ne firent pas le poids face à des agents cybernétiquement améliorés et entraînés à la subjugation planétaire. En moins d'une heure, le Conseil fut extirpé de ses quartiers. O'Neill se tenait au-dessus d'eux, l'air indéchiffrable. La chef Seldari, une aînée à la peau argentée chatoyante, leva vers lui un regard désespéré. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, rendons-nous. » O'Neill pencha la tête, comme s'il méditait ses paroles. Puis il activa son système de communication. « Amiral Graves, le conseil est sécurisé. » Des ordres, il y eut un long silence. Puis la voix de Graves retentit, froide et définitive. Aucun survivant. O'Neill hocha la tête. Il leva son fusil. Les tribunaux pour crimes de guerre seraient jugés plus tard. Par des humains pour des humains. Le Conseil Seldari ne vivrait pas assez longtemps pour les voir. À la tombée de la nuit, Vazer et Theta est en flammes. Les citadelles flottantes tombèrent du ciel. Le Conseil Seldari ne vivrait pas assez longtemps pour les voir. À la tombée de la nuit, Vazer était en flammes. Les citadelles flottantes tombèrent du ciel. Les forêts brûlèrent. Les océans furent noircis par les cendres. Et au-dessus de la planète, la flotte humaine montait la garde. Vasquez laissa échapper un soupir. Cela fait 3 mondes principaux. La voix d'O'Neill grésilla dans les communications. Les Seldari sont finis. Quelle est la prochaine étape? Grave n'hésita pas. La planète natale des Quvirs, sourit Vasquez. Les guerriers. Grave serra les dents. Le dernier obstacle. Les Quvirs étaient différents. Ils n'étaient pas des diplomates. Ils n'étaient pas des politiciens. Ils étaient des guerriers. Et si l'humanité voulait briser complètement l'accord, elle devrait affronter les combattants les plus meurtriers de la galaxie. Et gagner. La guerre contre l'accord touchait à sa fin. Dracos, la planète natale des Quvirs, constituait le dernier bastion de leur alliance. Contrairement aux Seldari et aux Guithari, les Quvirs ne demandaient pas grâce. Ils ne se rendirent pas. C'étaient des guerriers formés pour le combat, une espèce qui avait conquis et écrasé des civilisations inférieures pendant des siècles. Mais ils n'avaient jamais affronté l'humanité dans ses pires atrocités. L'amiral Graves savait que ce serait différent. Contrairement aux précédentes invasions, celle-ci ne serait pas un massacre. Les Quvirs se battraient jusqu'aux derniers soldats, jusqu'à leur dernier souffle. Il n'y aurait ni supplication, ni offre de paix désespérée. L'humanité était donc préparée.
La bataille de Drakos fut la plus sanglante de la guerre. Les flottes quiriennes ne se brisèrent pas dès le premier engagement. Leurs navires de guerre étaient bâtis comme des forteresses, couverts d'épais blindages, hérissés d'armes conçues pour un combat acharné. Ils ne reculèrent pas, ne fléchirent pas. Mais ils tombèrent. La flotte humaine se déplaçait avec une précision chirurgicale. Les canons électriques transperçaient même les coques les plus épaisses. Les missiles trouvaient net les failles dans leur défense et les équipes de guerre électroniques brouillaient leurs communications, les coupant les unes des autres. Le combat dura des jours, mais un à un les navires de guerre du Kvir furent d'un net réduits à l'état de débris fumants. Puis, l'invasion commença. À la surface, les Kvirs livrèrent leur ultime combat. Leurs guerriers se battirent comme des démons, refusant de céder du terrain, transformant chaque ville en ruine, en forteresse, chaque rue en champ de bataille. Même si les bombardements orbitaux brisaient leur défense, même si les méchas et les chars écrasaient leurs lignes, ils continuèrent à se battre. L'humanité n'avait jamais affronté un ennemi aussi inflexible. Mais au final, peu importait. Les Kvirs avaient des siècles d'expérience au combat, mais l'humanité avait quelque chose de plus grand, l'adaptabilité. Ils apprirent, s'adaptèrent, contrecarrèrent chaque tactique. Ce qui aurait dû être un siège d'un mois fut terminé en quelques semaines. Le haut commandement des Kvirs fut anéanti. Leurs derniers guerriers tombèrent, refusant de se rendre. Les Drakos brûlèrent. L'accord n'était plus. L'amiral Graves se tenait à bord de l'Éternité, observant la surface dévastée du dernier monde ennemi. Il avait cru ressentir quelque chose, du soulagement, du triomphe, même de la satisfaction. Au lieu de cela, il n'y eut que le silence. Vasquez le rompit. Au lieu de cela, il n'y eut que le silence. Vasquez le rompit. Nous l'avons fait. Sa voix était basse, presque hésitante. C'est fini. Graves expira. Non. Il se tourna vers la carte galactique. Les étoiles s'étendaient devant lui, vastes et infinies. Ce n'était que le début. La voix d'O'Neill grésillait dans les communications. Nous avons pris leur monde. Et maintenant, le regard de Graves était froid, indéchiffrable. Nous reconstruisons, nous agrandissons, nous assurons notre place dans la galaxie. Il regarda les vestiges brisés de l'accord autrefois puissant. Et nous veillons à ce que personne, aucune espèce, ne menace plus jamais l'humanité. Nous veillons à ce que personne, aucune espèce, ne menace plus jamais l'humanité. La guerre était terminée, mais la domination de l'humanité ne faisait que commencer.